Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Le parti politique Moël Béné fait ses projections sur les échéances électorales de 2026. Les militantes et militants du parti étaient en Conseil national et en congrès extraordinaire. Le point des échanges à suivre dans ce journal. Lancement du projet Supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, une initiative fortement soutenue par le gouvernement du Bénin. Les tenants et aboutissants du projet à découvrir dans cette édition. Les Guépards affrontent le 14 novembre prochain les Super Eagles du Nigeria et le 18 novembre la Libye. Comment se préparent nos ambassadeurs à affronter ces deux grandes rencontres? On le saura dans ce 13h. On démarre avec cette note politique. Les militantes et militants du parti Moël Béné étaient ce dimanche en Conseil national et en congrès extraordinaire. Ces deux événements cadrent parfaitement avec les idéologies du parti. Il a été question essentiellement de faire des projections sur les échéances électorales de 2026. Gilles Dansou et Igor Ayosso nous font le point. Double rendez-vous statutaire du parti Moël Béné. Il s'agit du 6e Conseil national et du congrès extraordinaire. Thème retenu, Moël Béné face aux défis électoraux de 2026. Moël Béné tient à son idéologie de départ. L'idéologie de Moël Béné est aussi le patriotisme économique qui peut être traduit par comptons d'abord sur nos propres forces. Deux mots-clés sont à retenir. Fierté et espérance. Nos compatriotes du nord au sud, d'est à l'ouest, apprécient nos actions et surtout notre capacité à faire vivre sans cesse, envers et contre toute, notre raison d'être, à savoir travailler dans la vérité pour la patrie. À l'issue des travaux, quelques amendements sont à noter. S'agissant des élections législatives et communale, nous avons unanimement retenu, dans la mesure du possible, une parité parfaite, hommes et femmes. S'il est vrai que Moël Béné, dans la perspective des élections de 2026, n'ambitionne pas de positionner par lui-même un duo de candidats et va s'aligner dans la stratégie que le président Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle, va nous définir. Il n'en demeure pas moins que dans nos statuts, nous avons prévu que le duo de candidats, s'il doit être désigné à notre sein à une élection présidentielle en 2031, en 2036, à une année plus tard, que ce duo va respecter une parité. Moël Béné vient encore une fois prouver son attachement au respect de ces tests fondamentaux. Le gouvernement mobilise les énergies autour de la bataille pour la nutrition. Vaincre la malnutrition, c'est éviter d'avoir des enfants amochés dans leur croissance avec des déficits d'acuité mentale hypothéqués pour le mental humain. À Cotonou, s'est ouvert un forum pour sonner la grande mobilisation et annoncer les plans d'action. Réussir le combat pour la nutrition, c'est aussi gagner la bataille de la croissance agroéconomique. Et à l'occasion du forum, un agenda concret est lancé, le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Heureuse d'annoncer Patrick Benou pour plus de précisions. Des préparatifs d'un projet révolutionnaire à fort potentiel transformateur dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition au Bénin. Le Bénin s'engage avec fermeté à mettre fin à la malnutrition. Au cœur des discussions du Forum national sur la nutrition, sauver les 1000 premiers jours du nouveau-né et sa mère. Durant la période des 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception à 2 ans après la naissance, l'enfant est vulnérable. Lorsqu'on ne le prend pas en charge de manière nutritionnelle, quand il tombe malade ou bien quand il sort de cette période avec de la malnutrition, les préjudices sont graves et irréversibles. C'est-à-dire son développement cérébral sera affecté à jamais et ne pourra pas atteindre son plein potentiel quand il sera à l'âge adulte
pour contribuer au développement du pays. Soyons honnêtes, mesdames et messieurs, un enfant affamé est souvent un adulte sans ambition. Notre gouvernement considère donc cette supplémentation nutritionnelle comme une intervention à grand impact, capable de briser ce cercle vicieux. En d'autres termes, c'est notre pari pour un Bénin plus fort et plus épanoui dans l'avenir. Investir dans la nutrition n'est pas une dépense et encore moins une charge sociale. C'est un investissement pour un avenir meilleur. C'est pour ça, nous partenaires, nous louons le leadership du gouvernement dans son effort de faire de la nutrition, en particulier celle des mères et des enfants, une priorité transversale. Durant 22 ans, la prévalence du retard de croissance des tout-petits a fortement varié. Avec le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition va fournir de façon gratuite des suppléments nutritionnels à 75% des femmes enceintes et allaitantes et à 75% des enfants de 6 à 23 mois. L'ANAN va également prendre en charge 360 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë et modérée. L'idée est pensée par le chef de l'État lui-même, dont le souhait est de choyer les porteuses de vie et leur progéniture. Des petits sachets qu'on va leur distribuer, qui prendront chaque jour. Les femmes enceintes vont en prendre, les femmes allaitantes vont en prendre pour que les enfants puissent tirer ça du lait. Et puis à partir de 6 mois, où l'enfant ne commence pas à manger, on va lui donner ça directement. Donc on abordera d'abord les communes, commune par commune, en tenant compte des communes où les taux de malnutrition sont assez élevés. L'espérance sur 3 mois qu'on a faite dans les zones sanitaires de 3A a montré une bonne acceptation des suppléments. Les démarches sont également en cours pour assurer un approvisionnement régulier, avec à terme l'implantation d'une usine de production locale, exploitant notre production agricole. Au cours de ce forum national sur la nutrition, toutes les parties prenantes vont unir leurs efforts afin que des images d'enfants mal formés à peau flétrie avec des performances scolaires réduites ne soient plus collées au Bénin. Puis on parle éducation avec cette brève. 78,70%, c'est le taux d'admission à l'examen national de licence 2024. À peu près 6 000 candidats sur les plus de 7 500 inscrits ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Une performance globale qui reflète les efforts fournis par les étudiants. Les résultats sont disponibles en ligne depuis ce mardi et peuvent être consultés sur le site www.iresultat.bj. Une fois sur la plateforme, l'étudiant peut retrouver l'examen de licence concerné. Ensuite, cliquez sur le lien de consultation et renseignez le numéro de table ou d'inscription pour accéder aux résultats individuels. Présentation des offres de la Société béninoise d'infrastructures numériques. C'est l'une des communications présentées aux élus communaux le lundi dernier à l'occasion de la 2e session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'OME au titre de l'année 2024. La rencontre s'est déroulée à la salle Hubert Koutoukou-Maga de la préfecture de Porto Novo. Le reportage est signé Nathalie Doris Oulabi. Les maires et leurs adjoints, les secrétaires exécutifs des mairies ainsi que les présidents de commissions permanentes des communes ont tous répondu présents à l'appel de la 2e session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'OME au titre de l'année 2024. Au cours de cette 2e session ordinaire du CDCC, plusieurs communications seront présentées, des outils de planification seront examinés par les animateurs du CDCC, que sont ses membres, et certains problèmes spécifiques seront analysés. Au registre des communications, la présentation des offres de la Société béninoise d'infrastructures numériques. Donc ce matin, nous sommes venus surtout écouter les représentants des populations de l'OME et les écouter, recueillir leurs avis et aussi leurs suggestions sur les produits et services de Celtis dans le cadre vraiment d'améliorer nos services et de servir encore mieux les populations du département de l'OME, mais également toute la population béninoise.
et nos plus de 3 millions d'abonnés que nous avons depuis 2 ans. La présentation des offres de services de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la capitalisation des interventions du projet SWED dans le département de Lomé et les actions de pérennisation des acquis sont les autres communications présentées. Au titre des préoccupations diverses, le problème d'entreposage de l'essence au frelaté sera au cœur des débats de cette deuxième session ordinaire du CDCC de Lomé. En 5 années de gestion rigoureuse de la réserve de faune de la Pendjari, les populations d'animaux sauvages ont doublé, voire triplé. La Pendjari est devenue aussi le parc de tranquillité pour les animaux du complexe WAP. Une balade au cœur de la Pendjari, un reportage que nous proposent William Tchoki et Patrick Benou. C'est l'heure d'étancher le soif, comme tous les midis, au parc Pendjari. Ils se déplacent toujours en famille. C'est pas chidem. Il y a 15 ans en arrière, leur population a drastiquement baissé. Beaucoup de pertes dues au braconnage, soutenues par les réseaux criminels. Ici, au bord de la Mabali, à l'intérieur de la réserve de biosphère, ils ont retrouvé leur tranquillité. Comme ce troupeau de buffles à l'autre bras de ce plan d'eau. Au cours de notre balade, à l'intérieur de cette réserve de faune, nous tombons par enchantement sur ce félin. Nous immortalisons avec notre appareil photo et caméra ce moment inédit. C'est bon, il est par ici. C'est le guépard, l'animal emblème de la Pendjari. Attendez. Il est parti. Ici, un damalisque au cornes bien dressé, traversant la piste pour rejoindre un autre couple. À l'intérieur de la mare, ces hippopotames s'érigent en maîtres des lieux, le corps totalement immergé, laissant apparaître leurs oreilles tremblantes au sommet de la tête. Le roi de la jungle n'est pas loin, il est au repos. Il guette le moment opportun pour sauter sur sa proie, ces troupeaux de coqs de buffon, aussi aux aguets. Parvenir à une révolution verte en mettant beaucoup plus l'accent sur l'éco-citoyenneté et la sauvegarde de notre maison commune, la terre et notre patrimoine commun, l'environnement. C'est l'objectif du programme Église verte lancé par la conférence épiscopale à Lokossa. En somme, il s'agit d'un appel pour lutter contre les changements climatiques. Gilles Dansou. L'Église catholique en parfaite harmonie avec la promotion des bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement. Le programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou répond à l'appel du pape François sur les impacts des changements climatiques et la nécessité de préserver notre maison commune qu'est la terre. Ce programme s'étend vers les autres diocèses du Bénin. La Révolution verte prend ainsi corps. Il est temps d'agir. Nous, en tant que communauté chrétienne, avons une mission claire, être des gardiens de la création. Dans les Saintes Écritures, nous appelons que Dieu a confié la terre à notre soin. À terme, l'Église catholique contribuera durablement au défi de faire de notre pays un Bénin vert, résilient aux effets des changements climatiques en synergie avec les autorités compétentes. Un programme décliné en plusieurs objectifs. C'est de travailler à une sensibilisation, une éducation pour un changement de comportement. Et en cela, on parle de conversion écologique, donc laisser les mauvaises habitudes de destruction de notre environnement. La gestion innovante des ordures et déchets. Comment est-ce que nous allons faire le recyclage, nous allons faire le tri-valorisation, faire en sorte que notre environnement soit propre et sain. Le ministère en charge du cadre de vie apprécie à sa juste valeur ce programme qui est avant tout une activité éco-citoyenne. L'objectif
L'objectif général de cette conférence est clair: mettre en place une stratégie qui contribue substantiellement à la sauvegarde de notre terre. C'est un voyage vers l'intégration des principes de Laudato Si et de Laudato Deum dans toutes nos voies de vie. Programme Église verte et l'environnement est sauvé. Puis on parle de coopération interuniversitaire avec notamment cette remise officielle d'ouvrages didactiques à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université de Parakou. Un important lot de livres, dont de l'ambassade d'Égypte près le Bénin. Et c'était à la salle UEMOA en présence de l'ambassadrice et de l'équipe rectorale. Reportage. L'ambassadrice d'Égypte près le Bénin, hôte de l'Université de Parakou, elle y vient, les bras chargés d'ouvrages didactiques. Je suis venue aujourd'hui présenter des matériels didactiques à l'Université de Parakou, spécialement à la faculté de Flash. Ce sont des livres en langue arabe pour la bibliothèque et pour accompagner, assister la faculté à l'établissement du département de la langue arabe. Et j'apprécie beaucoup le travail qui est fait. Un geste de forte portée qui marque la force d'une coopération universitaire de qualité. Votre visite en ce jour est un événement qui restera gravé dans la mémoire collective de la communauté universitaire de Parakou. De fait, je voudrais vous demander, Madame l'ambassadrice, de ne point vous arrêter en si bon chemin et de bien vouloir rester à nos côtés pour accompagner la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines et l'Université de Parakou dans leur combat pour une formation de qualité. En plus de ce don, les projets en vue avec le pays d'Abdel Fattah al-Sisi sont prometteurs. Nous avons signé un accord avec l'Académie des sciences maritimes d'Alexandrie dans le domaine de la logistique maritime. Ensuite, nous avons signé un accord de partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie. De quoi rassurer les étudiants de la Flash dans leur ensemble. À travers ce don et ce soutien, vous démontrez l'importance de l'éducation en tant qu'outil de renforcement et de coopération entre les nations. Nous prenons l'engagement de faire bon usage de ces documents. La Flash est l'une des plus grosses facultés en effectif à l'Université de Parakou. Plus de 13 000 étudiants y sont inscrits dans différents départements. Fin de la tournée statutaire du préfet de la Donga. Après Kopago et Wake, Basila et Djougou ont aussi reçu la visite de l'autorité préfectorale pour le traditionnel exercice bilan au sujet des actions de développement. À chaque étape, le préfet a encouragé l'optimisation des ressources propres des communes, un point majeur de la réforme de la décentralisation. Jean-Claude James et Yves Agodopessi pour le point. Djougou, chef-lieu du département, dernière étape de ce périple dans la Donga. Le discours bilan du premier adjoint au maire sur les actions de développement et la communication de la secrétaire exécutive relative à la mobilisation des ressources propres ont alimenté les débats. La mobilisation des ressources propres au niveau de la commune de Djougou. Au regard des potentialités, il reste encore des efforts à faire. À 86 km de Djougou, Basila, une autre commune, reçoit la visite de Jacques Roland Amadou et sa suite. La question de développement avec un point d'honneur à la mobilisation des ressources propres est toujours d'actualité. La mairie de Basila fait des efforts pour optimiser au quotidien ses ressources propres. Je voudrais encore demander plus d'engagement pour faire rentrer encore plus de ressources pour la commune. Et sur le sujet, les efforts de la commune de Wake ne sont pas passés inaperçus. Je voudrais commencer par féliciter le maire et sa secrétaire exécutive pour les efforts de mobilisation des ressources propres. Et je vous encourage à faire davantage.
pour améliorer vos ressources. Chères populations, je voudrais vous dire de faire encore des efforts pour accompagner financièrement les ambitions du conseil communal. 4 communes, différentes réalités et des défis dans chaque secteur, comme par exemple les tracasseries douanières avec pour conséquence la faible fréquentation du marché de Kassoua. Au prochain rendez-vous de la conférence administrative départementale et du conseil départemental de concertation et de coordination, ces préoccupations seront au menu, selon Jacques Roland Amadou. Par ailleurs, le préfet rassure les populations de son implication personnelle et de l'appui du gouvernement pour des solutions adéquates. En 4 jours d'échange avec les maires et les populations, la moisson est abondante. Selon le préfet de la Donga, il faut se mettre tout de suite au travail pour apporter les réponses aux filles et fils du département. Et dans sa conclusion, à part les problèmes dans le domaine de la santé, de l'éducation, des transports et tous les autres, Jacques Roland Amadou est revenu sur les difficultés d'accès au fonds FADEC et la question de la cohabitation pacifique des agriculteurs et éleveurs. Nous avons noté pratiquement dans les 4 communes le faible taux de consommation des crédits FADEC. Nous allons décrypter cette situation. S'il faut aller à l'allègement des procédures, parce qu'il ne sert à rien d'inscrire les crédits et de ne pas les consommer. Les crédits qui ne sont pas consommés, ce sont des infrastructures non réalisées. Et ce n'est pas bien pour nos communes. Pour la question qui concerne la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, le gouvernement a fait déjà un grand pas. Il reste à sensibiliser. Pour ça, il faut que les comités fonctionnent. Les comités de veille pastorale. Autre chose, c'est la question liée aux transporteurs. Nous sommes en train de prendre nos dispositions pour lutter contre les chargements opaques qui sont source d'insécurité totale. Il y a aussi d'autres aspects qui concernent les chargements mixtes. Vous chargez les bagages et vous chargez encore les personnes. Je vous rassure que ce que les mairies peuvent corriger, elles vont corriger. Ce que la préfecture peut corriger, nous allons corriger. Ce que nous allons remonter au gouvernement, nous allons remonter au gouvernement. Je demande aux élus locaux d'observer la neutralité. C'est ça la responsabilité. Si vous leur dites la vérité, ils vont toujours vous accorder leur vote, leur suffrage. Au cœur du développement des applications et activités du numérique, les jeux vidéo s'imposent comme une véritable niche d'opportunités économiques. C'est tout naturellement que le e-gaming était au cœur des centres d'intérêt de la Semaine du numérique au Bénin. Et pour cause, l'univers des jeux numériques fascine par leur créativité, par les compétitions qui s'y déroulent et surtout par les personnages atypiques qui y grouillent. Saint-Iche Quimpon et Igor Ayosso nous font voyager à travers cet univers. Le e-gaming ou encore jeux vidéo en ligne était aussi au rendez-vous de la Semaine du numérique. Plusieurs compétitions ont opposé amateurs et professionnels. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une compétition pour les amateurs et les professionnels. Nous avons la chance d'avoir plusieurs professionnels au Bénin qui s'adonnent à l'activité et qui évoluent aussi à l'international. Donc aujourd'hui, on essaie de les mettre en lumière. Je ne savais pas qu'il y avait un salle de jeu ici. Donc on faisait le tour. On était venus et c'est là qu'on a découvert les jeux. Et nous sommes venus aujourd'hui et c'est là qu'on nous a mis face au tournoi. Et qui a gagné? Bon, je suis la gagnante. Et je suis tellement contente parce qu'à un moment donné, j'avais perdu confiance en moi et je voulais abandonner. Je suis la deuxième. C'est une nouvelle expérience. J'ai envie de continuer. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
Dans ces jeux, l'originalité des personnages importe beaucoup. Du virtuel à la réalité, Joy nous présente son personnage préféré. Alors c'est du cosplay et vu que le monde du gaming côtoie souvent celui des otaku et tout ça, les geeks et otaku souvent c'est un peu le même monde. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de venir en cosplay, surtout parce qu'on voulait créer du contenu dans ce sens-là, otaku/geek. Mon personnage en fait a les yeux rouges quand elle entre un peu en euphorie et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des yeux qui sont à la fois rouges et marron. Elle s'appelle Yumeko Jabami et elle vient du manga Gambly School ou Kagerui et c'est leur tenue d'école. Au-delà du fait que ce soit pour s'amuser, j'essaie de travailler à faire en sorte que ce soit aussi, pourquoi pas, un second boulot. Parce que ça offre beaucoup d'opportunités qui sont assez négligées en Afrique. Combat, football ou autre, les défis sont variés. Chaque défi offre à ces jeunes passionnés une immersion dans l'intelligence artificielle. Le e-gaming est donc une opportunité numérique malgré la controverse liée à ses effets parfois pervers sur certains joueurs. Parlons sport à présent avec la deuxième séance d'entraînement pour nos guépards qui se préparent à affronter le 14 novembre prochain les Super Eagles du Nigeria et le 18 novembre la Libye. Les joueurs ont rapidement pris leur marque au vu d'être prêts pour ces deux matchs. Les deux matchs importants pour participer à nouveau à la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur Gerrit Rock travaille avec ses poulains. Dimanche dernier, le regroupement a débuté et ce mardi, les entraînements se sont poursuivis dans la plus grande sérénité. Le groupe a un bon état d'esprit malgré les quelques absents. Blaise Adampo. Sur les lèvres du sélectionneur des Guépards, une seule expression revient depuis la publication de sa liste de 25 pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'exploit est possible, on y croit. Les Guépards, deuxième de leur groupe, ont leur destin en main. Ils ont débuté depuis dimanche les préparatifs pour affronter le Nigeria le 14 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avant un déplacement à Tripoli le 18 novembre pour affronter la Libye. Le groupe travaille dans la sérénité. Les entraînements se passent bien, on a de bonnes conditions de travail, on est le matin à l'hôtel, on a un parc pour faire le réveil musculaire et puis aussi en fitness. Et l'après-midi, on est sur ces bonnes pelouses qui sont très agréables malgré la pluie qui est tombée. Voilà, donc il nous manque juste que quelques joueurs, les joueurs clés comme on dit, mais on va faire 100. Tout le monde les connaît, c'est vrai que dans l'axe on aurait bien voulu avoir Cédric et Olivier avec nous, ils ne sont pas là. Et Kiki est un peu juste encore pour reprendre d'entrée en tout cas. Ça fait 2 mois qu'il est blessé mais il a retrouvé la santé. Donc du coup, voilà une équipe encore un petit peu modifiée, rajeunie, mais avec beaucoup de solidarité et énormément de combativité. Pour effectuer leur retour dans la plus belle des compétitions africaines, les Guépards veulent compter sur le 12e homme. Là, on a besoin plus que jamais d'eux parce que nous avons gagné tous les matchs ici. Donc vous allez continuer sur cette lancée, ça va être plus difficile parce qu'on est un peu handicapé. Le 11 national va poursuivre sa préparation. La reconnaissance de terrain, dernière séance d'entraînement, aura lieu dans l'après-midi de ce mercredi, veille du match Bénin-Nigeria. Quelques notes en interactualité pour finir, et c'est avec Arnaud Adadja. Et l'île Maurice donne une bonne leçon de démocratie. Le premier ministre sortant de ce pays, Pravind Kumar Junoth, reconnaît sa défaite aux législatives. Ces élections sont marquées par des inquiétudes malgré la stabilité politique et économique actuelle de l'une des démocraties les plus stables et les plus riches d'Afrique. Et le peuple, il choisit une autre équipe. Les abeilles sont proposées comme solution au conflit entre les éléphants et les hommes au Kenya.
La cohabitation entre l'homme et la population croissante d'éléphants est de plus en plus difficile, à telle enseigne que des agriculteurs se plaignent. Aujourd'hui, des agriculteurs de Taita Taveta, près du parc national de Tsavo, protègent leur culture grâce à un programme novateur de Save the Elephants. Un programme qui propose des abeilles africaines pour dissuader ces mammifères géants. Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur fond de menaces de désengagement des États-Unis, de l'Alliance Atlantique et d'un arrêt du soutien américain à l'Ukraine après la réélection de Donald Trump. Les députés russes ont adopté une loi bannissant la promotion d'un mode de vie sans enfants sur fond de crise démographique amplifiée par le conflit en Ukraine et de défense par le Kremlin des valeurs traditionnelles. C'est tout pour ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.